Le registre était ouvert sur le bureau de la plantation, ses pages jaunies par l'âge et l'humidité. Mais ce n'étaient là pas les comptes des récoltes de coton ou des ventes de tabac qui faisaient trembler la main du contremaître tandis qu'il approchait sa lanterne. C'était la colonne qu'on lui avait ordonné de tenir à part, dissimulée aux regards indiscrets. Une colonne qui consignait quelque chose dont personne ne voulait parler, mais que tout le monde avait commencé à remarquer. Les entrées remontaient maintenant à 7 ans, chacune plus troublante que la précédente. Yeux bleus, cheveux blonds, peau claire, qui ne fonçaient que très légèrement en grandissant. Tous nés de femmes réduites en esclavage à travers 3 paroisses de Louisiane. Toutes mères différentes. Tous des enfants qui ne ressemblaient ni à leur mère, ni à leurs pères officiels, ni à quiconque dans les quartiers. Et les murmures avaient recommencé. Des murmures qui voyageaient de plantation en plantation le long du Mississippi, portés par les marchands et les fugitifs, par les domestiques de maison qui surprenaient les conversations inquiètes de leurs maîtres, par les sages-femmes qui avaient mis ces étranges bébés au monde et senti leur sang se glacer. Car quelqu'un engendrait ces enfants, quelqu'un qui se déplaçait sans être vu, quelqu'un qui ne laissait aucune trace, si ce n'est la preuve inscrite sur le visage de nourrissons qui n'aurait pas dû exister. Avant de poursuivre l'histoire du secret le plus dérangeant de la Louisiane, assurez-vous d'être abonné à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune histoire de ce genre. Et je veux vous entendre. Laissez un commentaire en indiquant l'État ou la ville d'où vous écoutez. Maintenant, découvrons ce qui s'est réellement passé dans ces paroisses de Louisiane, entre 1837 et 1844. Le mystère allait durer 7 ans, détruire des familles, coûter des vies, et révéler une vérité si calculée et si cruelle que même les propriétaires de plantations les plus endurcis auraient eu du mal à la concevoir. Mais en 1837, lorsque le premier de ses enfants naquit, personne ne comprenait encore ce à quoi il assistait. Ce qui avait commencé comme une anomalie isolée devint un schéma si troublant qu'il ébranla les fondations de la société de plantation louisianaise, exposa les recoins les plus sombres d'un système bâti sur la servitude humaine et révéla comment le pouvoir pouvait être exercé en toute impunité lorsque la loi elle-même était conçue pour protéger le coupable. La Louisiane de la fin des années 1830 était un lieu de contradictions et d'excès. La Nouvelle-Orléans prospérait comme l'une des villes les plus riches d'Amérique. Son port faisait entrer du sucre, du coton et des personnes réduites en esclavage par milliers. Les influences coloniales françaises et espagnoles façonnaient encore la culture, l'architecture, jusqu'à la langue parlée dans les rues. Le français créole se mêlait à l'anglais, à l'espagnol et aux langues africaines, pour créer une tapisserie linguistique unique. Les théâtres de la ville accueillaient l'opéra et le ballet. Ces restaurants servaient une cuisine rivalisant avec celle de Paris. Ces salles de bal scintillaient de lustres importés d'Europe. Mais au-delà des réverbères et des grandes demeures, au-delà des jardins soigneusement entretenus et des façades élégantes, l'économie de plantation régnait avec une autorité absolue. Les paroisses au nord de la Nouvelle-Orléans, Saint James, Saint-Jean-Baptiste et Ascension, formaient le cœur du pays sucrier. Ce n'étaient pas les vastes plantations de coton du Mississippi ou de l'Alabama, où les personnes réduites en esclavage travaillaient dans un isolement relatif sur d'immenses étendues. La culture de la canne à sucre exigeait un autre type de travail, un autre rythme, une autre brutalité. La canne devait être récoltée et transformée dans une fenêtre de temps étroite avant que les premières gelées n'endommagent la récolte. Cela signifiait que d'octobre à décembre, pendant la saison de broyage, chaque plantation devenait une usine fonctionnant 24 heures sur 24. Les personnes réduites en esclavage travaillaient par équipe de 18, 20, parfois 22 heures. Elles coupaient la canne dans les champs sous le soleil de novembre, la transportaient jusqu'aux sucreries, l'introduisaient dans les moulins, faisaient bouillir le jus dans d'immenses chaudières, remuaient le sucre en cours de cristallisation, le mettaient en baril pour l'expédition. Les machines étaient dangereuses. Les moulins pouvaient taper des vêtements, des cheveux, des membres, entraînant les travailleurs dans les rouleaux avant que quiconque ne puisse réagir. Les chaudières de jus de sucre bouillant éclaboussaient, parfois, provoquant des brûlures qui descendaient jusqu'à l'os. L'épuisement menait aux accidents, aux erreurs, à des morts consignées dans les registres comme de simples pertes de biens, calculées par rapport à la marge bénéficiaire de la récolte. Le taux de mortalité parmi les personnes réduites en esclavage sur les plantations sucrières de Louisiane était le plus élevé du Sud américain. Les propriétaires le savaient. Ils l'intégraient à leurs modèles économiques.
Il coûtait moins cher de pousser les gens jusqu'à la mort et d'en acheter d'autres que de maintenir un rythme de travail soutenable. C'était le monde dans lequel ces enfants étranges allaient naître. Un monde où les êtres humains étaient réduits à des unités de production, où leur corps ne leur appartenait pas, où la loi ne leur offrait ni protection, ni recours. Les paroisses étaient densément peuplées par rapport à d'autres régions de plantation. Les propriétés se succédaient le long du fleuve, souvent séparées seulement par une ligne de cyprès ou un étroit bayou. Le fleuve était l'autoroute, la ligne de vie, le lien entre les plantations. Les bateaux à vapeur montaient et descendaient sans cesse, transportant marchandises, courriers, passagers et nouvelles. L'information circulait rapidement. Une naissance sur une plantation était connue sur 3 autres dès le lendemain matin. Une mort, une vente, une punition devenaient presque immédiatement des faits connus de tous. Cette interconnexion rendait le mystère d'autant plus troublant, car lorsque les naissances inhabituelles commencèrent, elles ne se produisirent pas isolément. Elles formaient un schéma, et un schéma impliquait une intention. La première plantation à consigner une telle naissance fut Bellamal, une exploitation sucrière de taille moyenne appartenant à la famille Duchamp. Il détenait ces terres depuis 3 générations, depuis la période coloniale espagnole. La maison principale était construite dans le style créole, surélevée sur des piliers de briques pour se protéger des inondations, avec de larges galeries entourant les 2 étages. Des chênes couverts de mousse bordèrent l'allée depuis la route du fleuve. Derrière la maison principale s'étendaient les installations sucrières, le moulin, la maison d'ébullition, les hangars de séchage, la tonnellerie où l'on fabriquait les barils. Plus loin, au-delà d'un rideau d'arbres, se trouvèrent les quartiers. 2 rangées de cabanes se faisaient face de part et d'autre d'un chemin de terre. Chaque cabane abritait plusieurs familles, parfois jusqu'à 10 ou 12 personnes dans une seule pièce. Il n'y avait ni intimité, ni espace, ni confort, seulement la survie. La famille Duchamp se composait de M. Philippe Duchamp, de son épouse Céleste et de leurs 3 enfants. Philippe avait 48 ans en 1837. C'était un homme mince et nerveux qui avait hérité de la plantation de son père et la gérait dans une anxiété constante. Il s'inquiétait des rendements, des prix du sucre, de la concurrence des importations cubaines, des prêts contractés pour agrandir son exploitation. Il craignait les révoltes, les abolitionnistes, le climat politique changeant qui menaçait tout le système dont dépendait sa richesse. Son contremaître, Vincent Habert, avait 32 ans et travaillait à Bellamal depuis 6 ans. Habert était inhabituel parmi les contremaîtres. Il savait lire et écrire couramment en français et en anglais. Il tenait des registres méticuleux. Il avait la réputation d'être ferme, sans être inutilement cruel, de maximiser la productivité par l'organisation plutôt que par la terreur. Cela le rendait précieux pour Duchamp, qui n'avait pas l'estomac pour la violence que beaucoup de propriétaires jugeaient nécessaire. Habert vivait dans une petite maison située entre la résidence principale et les quartiers, placée de manière à pouvoir surveiller les 2. Il se levait avant l'aube chaque jour, faisait sa tournée, assignait les tâches, suivait les progrès, consignait tout dans ses registres. Il connaissait chaque personne réduite en esclavage par son nom, connaissait ses compétences, ses faiblesses, ses liens familiaux. Ce savoir était un pouvoir, et Habert l'exerçait avec prudence. C'est Habert qui remarqua le premier l'anomalie en mars 1837, et c'est lui qui passerait les 7 années suivantes à tenter de comprendre ce qu'elle signifiait. L'enfant naquit juste avant l'aube, le 14 mars 1837. Elle fut mise au monde par une sage-femme âgée, réduite en esclavage nommée Joséphine, qui avait fait naître plus de 200 bébés au cours de ses 60 et quelques années. Joséphine était née à Saint-Domingue avant la Révolution, avant que le territoire ne devienne Haïti. Elle avait été amenée en Louisiane jeune femme et avait survécu à tout, le passage de la domination française à la domination américaine, de multiples changements de propriétaires, la mort de ses propres enfants, le labeur incessant des récoltes sucrières. Elle avait vu toutes les complications, toutes les variations, toutes les tragédies que l'accouchement pouvait apporter. Des présentations par le siège, des morts-nés, des mères qui se vidèrent de leur sang sur le sol des cabanes, des bébés nés trop tôt pour survivre, des jumeaux emmêlés, des infections qui viraient à la fièvre puis à la mort. Elle avait appris à garder un visage neutre, à ne montrer aucune émotion, à simplement faire son travail et passer à la crise suivante. Mais lorsqu'elle nettoya la petite fille nouveau-née et vit ses traits à la lueur de la lampe, elle ressentit quelque chose qu'elle éprouvait rarement, une peur véritable.
La mère était une femme nommée Marie, à la peau sombre, forte, âgée de 23 ans. Elle était née à Bellamal et n'avait connu aucune autre vie. Sa propre mère était morte dans la sucrerie lorsque Marie avait 12 ans, happée par le moulin, ses cris brutalement interrompus lorsque la machine l'avait entraînée. Marie avait vu la scène. Elle se tenait à 3 mètres de là, incapable de bouger, incapable d'aider, incapable de faire autre chose que regarder. Après cela, Marie était devenue silencieuse. Elle ne parlait que lorsque c'était nécessaire, gardait les yeux baissés, faisait son travail sans se plaindre. On l'avait associée à un homme nommé Thomas lorsqu'elle avait 18 ans, une union arrangée par Habert, afin de produire des enfants qui deviendraient la propriété de la plantation. Thomas était un homme des champs, fort et fiable, âgé de 25 ans. Ils vivaient ensemble dans un coin d'une cabane qu'ils partageaient avec 3 autres familles. Marie avait déjà donné naissance à un enfant, un garçon nommé Jack, qui avait maintenant 4 ans. Il ressemblait à ses parents. Peau foncée, yeux sombres, cheveux très frisés. Il était en bonne santé, vif, déjà formé au travail des champs. Ce deuxième enfant aurait dû lui ressembler. Toutes les attentes, toute compréhension de l'hérédité, toutes les observations sur la façon dont les enfants ressemblaient à leurs parents indiquaient que ce bébé aurait la peau foncée, les yeux foncés, les cheveux foncés. Pourtant, lorsque Joséphine essuya les fluides de la naissance et leva l'enfant à la lumière de la lampe, elle vit une peau pâle, des cheveux si blonds qu'ils en paraissaient presque blancs, et des yeux de la couleur d'un ciel d'hiver limpide. Joséphine enveloppa rapidement l'enfant, l'esprit en ébullition. Elle avait entendu des histoires, bien sûr, transmises par les sages-femmes plus âgées, des histoires vieilles de plusieurs générations, des récits d'enfants nés différents de leurs parents, expliqués par des ascendances lointaines, par des lignées porteuses de traits cachés. Les anciennes parlaient de mélanges anciens, peuples africains mêlés à des marchands arabes, à des marins portugais, aux nombreux groupes qui avaient traversé le continent au fil des siècles. Parfois, disait-elle, ces mélanges ressurgissaient, donnant naissance à un enfant à la peau plus claire ou aux traits différents. Mais ceci était différent. Il ne s'agissait pas d'un teint légèrement plus clair ou de boucles un peu moins serrées. Cet enfant semblait être né d'une immigrante suédoise. Pas de Marie. Les traits étaient entièrement européens. Le nez étroit, les lèvres fines, la structure osseuse du visage. Lorsque Marie vit sa fille, elle ne parla pas. Elle se contenta de fixer l'enfant. Son épuisement laissa place à autre chose. Peut-être la reconnaissance ou la résignation. Ses mains tremblaient lorsqu'elle prit le bébé, et Joséphine vit les larmes commencer à couler sur son visage. « Est-ce qu'elle ressemble à quelqu'un que tu connais ?» demanda doucement Joséphine, une question dont le poids dépassait largement la simplicité des mots. Le silence de Marie fut une réponse suffisante. Elle serra sa fille contre elle, la berçant légèrement, et Joséphine vit sur son visage un chagrin si profond qu'il semblait remplir la petite cabane. Thomas arriva 1 heure plus tard, revenant des champs où il avait travaillé de nuit pendant la saison de broyage. Il s'arrêta sur le seuil lorsqu'il vit l'enfant, son visage se vidant de toute expression sous le choc. « Ce n'est pas la mienne, » dit-il froidement. « Elle est à toi, » murmura Marie. « Elle l'est. Regarde-la, et dis-moi que ce n'est pas ton enfant. »« Thomas, s'il te plaît, qui était-ce » Sa voix montait maintenant, dangereuse. « Qui as-tu vu ?»« Personne, » répondit Marie, la voix brisée. « Je te le jure, personne. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. » Joséphine intervint, se plaçant entre eux. « Cela arrive parfois, » dit-elle, bien qu'elle n'y croie pas elle-même. « Du vieux sang qui ressort, des ancêtres lointains. » Thomas fixa le bébé, puis Marie, puis Joséphine. Puis il se tourna et quitta la cabane sans dire un mot. À midi, tout le monde à Bellamal était au courant de la naissance. La nouvelle se répandit dans les quartiers comme un feu de brousse. Les gens venaient voir de leurs propres yeux, se pressant dans la cabane, fixant l'enfant impossible. Certains murmuraient à propos de malédiction, d'esprit, de punition divine. D'autres restaient silencieux, le visage troublé, comme s'ils comprenaient quelque chose qu'ils ne pouvaient ou ne voulaient pas exprimer. Le soir venu, la nouvelle avait atteint 2 plantations voisines, portées par des personnes réduites en esclavage ayant de la famille ailleurs, par des commerçants s'arrêtant à plusieurs débarcadères le long du fleuve, par le réseau invisible de communication qui existait sous la surface de la société de plantation. À la fin de la semaine, Vincent Habert fut convoqué à la maison principale
pour expliquer la situation à Monsieur Duchamp. Habert remonta l'allée bordée de chênes avec un sentiment de dread. Il avait déjà interrogé Marie, d'abord avec douceur, puis avec une pression croissante. Elle avait insisté qu'elle n'avait été avec personne d'autre que Thomas. Elle l'avait juré, les larmes coulant sur son visage, tenant sa fille au visage étrange. Il avait interrogé Thomas, qui refusait de reconnaître l'enfant, avait quitté la cabane et demandé à être affecté à une autre équipe de travail. Il avait interrogé les autres personnes vivant dans la même cabane, celles qui auraient pu voir ou entendre quelque chose. Personne n'avait d'informations. Ou bien, s'ils en avaient, ils ne les partageaient pas. Duchamp faisait les 100 pas dans son bureau lorsque Habert arriva, son visage mince crispé d'inquiétude. La pièce sentait le tabac à pipe et les vieux livres. Un portrait du père de Duchamp était accroché au-dessus de la cheminée, sévère et accusateur. « Asseyez-vous, Habert. Dites-moi ce qui s'est passé. » Habert s'assit en face du bureau et exposa les faits tels qu'il les connaissait. La naissance, l'apparence de l'enfant, l'insistance de Marie à affirmer qu'elle n'avait été avec personne d'autre que Thomas, l'absence de toute preuve ou témoignage suggérant le contraire. « Ce n'est pas possible, » dit Duchamp en reprenant sa marche. « Thomas est le père. C'est écrit dans les registres. J'ai ici les registres de reproduction. » Il sortit un livre de comptes et feuilleta les pages. Marie et Thomas associés en 1832. Premier enfant né en 1833. Voici le second. Thomas est le père. Oui, monsieur, répondit Habert avec prudence. C'est ce que montrent les registres. Mais l'enfant? Je me fiche de l'apparence de l'enfant, coupa Duchamp, la voix tendue par l'angoisse. Il y a une explication. Il doit y avoir une ascendance mêlée, quelque part. Un parent lointain. Ces choses arrivent. Monsieur, j'ai déjà vu des cas d'ascendance mêlée. Ceci est différent. Cet enfant paraît entièrement européenne. Duchamp s'arrêta et fixa Habert. Qu'insinuez-vous? Je n'insinue rien, monsieur. Je rapporte simplement ce que j'ai observé. Parce que si vous suggérez que l'un d'entre nous... Duchamp ne termina pas sa phrase. L'implication était trop dangereuse, trop scandaleuse. Je ne suggère rien, répéta Habert. Je vous demande ce que vous souhaitez que je fasse. Duchamp s'affaissa dans son fauteuil. Il parut soudain plus vieux, plus fatigué. Enregistrer la naissance. Noter l'apparence inhabituelle. Mais le père officiel reste Thomas. Est-ce clair? Oui, monsieur. Et Habert, je ne veux pas que cela soit discuté. Ni avec les autres contremaîtres, ni avec qui que ce soit. C'est une affaire privée. Une anomalie. Rien de plus. Oui, monsieur. Habert quitta la maison principale l'esprit troublé. Il comprenait la position de Duchamp. Toute suggestion qu'un homme blanc ait engendré un enfant avec une femme réduite en esclavage aurait été scandaleuse, mais pas choquante. De telles choses arrivaient, bien qu'elles soient rarement reconnues ouvertement. Le véritable problème était l'implication de la contrainte, de la violation. Car Marie affirmait qu'elle n'avait été avec personne d'autre que Thomas, ce qui signifiait que si l'enfant n'était pas de Thomas, alors quelque chose lui était arrivé sans son consentement. Et si cela était vrai, si quelqu'un avait violé une femme réduite en esclavage sur la propriété de Duchamp, cela soulevait des questions de sécurité, de contrôle, de l'ordre censé régir la vie de plantation. Cela suggérait que quelqu'un avait accès au quartier, aux femmes, sans surveillance ni conséquence. Habert rentra chez lui et ouvrit son journal personnel, distinct des registres officiels de la plantation. Il y consigna tout ce qu'il savait de la naissance, du témoignage de Marie, de l'apparence de l'enfant. Il data soigneusement l'entrée. 14 mars 1837. Il n'avait aucun moyen de savoir que cette note serait la première d'une longue série, qu'il documentait le début de quelque chose qui consumerait les 7 années suivantes de sa vie. L'enfant fut nommé Claire. Marie tenta de s'occuper d'elle, tenta de l'aimer, mais le bébé était un rappel constant de quelque chose que Marie ne pouvait ni expliquer ni fuir. Thomas ne reconnut jamais Claire comme sa fille. Il évitait Marie, évitait la cabane où elle vivait, évitait même de regarder l'enfant lorsqu'ils se croisaient. Les autres personnes réduites en esclavage à bel à mal furent divisées dans leurs réactions. Certains éprouvaient de la compassion pour Marie, comprenant que quelque chose de terrible lui était arrivé, même si elle ne pouvait ou ne voulait pas en parler. D'autres étaient méfiants, convaincus qu'elle avait forcément été avec quelqu'un, qu'elle avait dû faire quelque chose pour provoquer cette situation. Quelques-uns étaient effrayés, pressentant que l'existence de Claire signifiait quelque chose de dangereux, quelque chose qui les menaçait tous. Claire grandit. C'était un bébé en bonne santé,
franchissant toutes les étapes normales du développement. Mais son apparence devenait de plus en plus frappante avec l'âge. Ses cheveux poussaient épais et blonds. Ses yeux restaient d'un bleu saisissant. Sa peau demeurait pâle, brûlant facilement sous le soleil de la Louisiane. À 6 mois, elle ressemblait à un enfant nordique qui se serait retrouvé, par impossible, dans les quartiers d'une plantation louisianaise. Le contraste entre son apparence et son environnement était brutal, dérangeant, impossible à ignorer. Et puis, 14 mois après la naissance de Claire, cela se produisit de nouveau. La seconde naissance eut lieu sur une plantation appelée Riverside, à environ 10 kilomètres en amont du fleuve depuis Bellamal. Riverside était plus vaste que Bellamal, avec davantage de terres cultivées et une population asservie plus nombreuse. Le propriétaire était un homme nommé Étienne Brouzard, 55 ans, planteur louisianais de seconde génération, dont la famille avait fait fortune dans le commerce du sucre. Brouzard était connu pour diriger une exploitation rentable. Il était aussi connu pour son tempérament, pour sa propension à recourir à la violence afin de maintenir l'ordre, et pour sa conviction que les personnes réduites en esclavage devaient être maintenues dans la peur pour rester productives. Son contremaître, un homme nommé Gideon Frost, partageait cette philosophie. Frost avait 40 ans, venait de Virginie, et était venu en Louisiane à la recherche d'opportunités. Il était grand, large d'épaules, le visage buriné par le soleil et le vent. Il portait un fouet enroulé à sa ceinture et n'hésitait pas à s'en servir. Les personnes asservies de Riverside le craignaient, et Frost croyait que la peur était le fondement d'une bonne gestion. La mère était une femme nommée Delphine, âgée de 20 ans, qui travaillait dans la maison principale comme lingère. Elle avait été choisie pour ce poste en raison de son caractère discret, de son efficacité, de sa capacité à rester invisible. Les domestiques de maison devaient maîtriser cette compétence, être présents sans être remarqués, se déplacer dans les pièces sans attirer l'attention, entendre les conversations sans donner l'impression d'écouter. Delphine était née sur une plantation du district de Natchez et avait été vendue à Riverside à l'âge de 15 ans. Cette vente l'avait séparée de sa mère et de ses 2 jeunes frères et sœurs. Elle ne les avait jamais revus. Cette perte l'avait vidée de l'intérieur, lui laissant une forme de vide qu'elle comblait par le travail, la routine et les rares petits réconforts qu'elle pouvait trouver. Un moment de repos, un repas complet, l'absence de douleur. On l'avait associé à un homme des champs nommé Samuel, âgé de 22 ans, fort et silencieux. Ils vivaient ensemble dans les quartiers, partageant un espace dans l'une des cabanes. Leur relation était cordiale mais distante. Ils étaient 2 personnes réunies par la décision de quelqu'un d'autre, faisant de leur mieux dans des circonstances qu'aucun des 2 n'avait choisies. Lorsque Delphine découvrit qu'elle était enceinte, elle ressentit un mélange d'émotions. De la peur, car la grossesse signifiait vulnérabilité, douleur et la possibilité de mourir, mais aussi un mince, fragile espoir. Un enfant serait quelqu'un à aimer, quelqu'un qui lui appartiendrait, au moins pour un temps, avant que la plantation ne revendique cet enfant à son tour. La grossesse se déroula normalement. Delphine continua à travailler à la buanderie, transportant l'eau, frottant les vêtements, les étendant pour les faire sécher dans l'air humide. À mesure que son ventre grossissait, le travail devenait plus difficile. Mais elle ne se plaignait pas. Se plaindre menait au châtiment. Elle accoucha en mai 1838, assistée par la sage-femme de la plantation, une femme nommée Ruth. Le travail fut long et éprouvant, durant toute la nuit, et se prolongeant jusqu'au lendemain. Finalement, le bébé naquit. Un garçon, en bonne santé, criant vigoureusement. Ruth nettoya le nourrisson puis s'arrêta net, les mains figées, le visage blêmissant. « Qu'y a-t-il » demanda Delphine, épuisée, tendant les bras vers son fils. « Qu'est-ce qui ne va pas » Ruth ne répondit pas. Elle se contenta de lui tendre le bébé et recula, l'expression troublée. Delphine baissa les yeux vers son fils et sentit le monde vaciller. Le bébé avait les cheveux blonds, les yeux bleus et une peau si pâle qu'elle semblait presque translucide. Il ne lui ressemblait pas, ne ressemblait pas à Samuel, ne ressemblait à personne de sa famille. « Non, » murmura-t-elle. « Non, ce n'est pas possible. »« Qui est le père » demanda doucement Ruth. « Samuel. Samuel est le père. Je n'ai été avec personne d'autre. Je le jure. Alors comment expliques-tu cet enfant ?»« Je ne peux pas, » dit Delphine, les larmes commençant à couler. « Je ne peux pas l'expliquer. » Samuel fut amené des champs pour voir son fils. Sa réaction fut immédiate et violente.
Il fixa le bébé, puis Delphine, le visage durci. « Tu as été avec quelqu'un, dit-il d'une voix plate et froide. « Je ne l'ai pas été, Samuel, je te le jure. Ne me mens pas, regarde-le. Ce n'est pas mon enfant. Si, il l'est, il doit l'être. Je n'ai été avec personne d'autre. Alors qui? Qui a fait ça? Je ne sais pas, sanglota Delphine. Je ne sais pas. Samuel quitta la cabane et ne revint pas. Il demanda à être transféré dans une autre équipe de travail, dans une autre cabane. Il ne reconnut jamais le garçon comme son fils. Gideon Frost apprit la naissance en quelques heures. Il se rendit au quartier, entra de force dans la cabane où Delphine se remettait et fixa le bébé avec un mélange de choc et de colère. « Qui est le père » exigea-t-il. « Samuel » murmura Delphine. « Ce n'est pas l'enfant de Samuel. Regarde-le. Je n'ai été avec personne d'autre. Tu mens. Je ne mens pas. Je le jure sur ma vie. » Frost l'interrogea pendant 1 heure, sa voix devenant plus dure, ses menaces plus explicites. Mais le récit de Delphine ne changea jamais. Elle n'avait été avec personne d'autre que Samuel. Elle ne pouvait expliquer l'apparence de l'enfant. Elle ne comprenait pas ce qui s'était passé. Finalement, Frost abandonna. Il rapporta la situation à Broussard, qui entra dans une rage noire. Il accusa Frost de ne pas maintenir un contrôle suffisant, de permettre aux personnes asservies de circuler librement, de manquer à ses devoirs. Frost se défendit, affirmant qu'il dirigeait une exploitation stricte, qu'il était impossible qu'un étranger ait accès au quartier sans être remarqué. La dispute tourna en rond. Finalement, Broussard ordonna que la naissance soit enregistrée avec Samuel comme père officiel, malgré l'impossibilité évidente. L'affaire devait être close, non discutée, oubliée. Le bébé fut nommé Jean, et comme Claire avant lui, il était une impossibilité vivante, un enfant qui n'aurait pas dû exister. Lorsque la nouvelle de la naissance de Jean atteignit Bellamal, Vincent Habert sentit une certitude glaciale s'installer dans sa poitrine. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas une variation génétique aléatoire. C'était autre chose, quelque chose de délibéré, quelque chose qui se produisait sur plusieurs plantations. Il sortit son journal personnel et rédigea une nouvelle entrée, notant soigneusement la date de naissance de Jean, la plantation où elle avait eu lieu, le nom de la mère, les circonstances. Il plaça cette entrée à côté de ses notes, sur la naissance de Claire, et fixa les 2 pages, cherchant des liens. Les 2 mères avaient travaillé dans ou à proximité des maisons principales de leurs plantations respectives. Marie avait été appelée des champs pour aider au nettoyage pendant une période où le personnel domestique de Bellamal manquait de bras. Delphine travaillait déjà dans la maison, mais on lui avait confié des tâches supplémentaires dans le mois précédant sa grossesse, notamment du travail de nuit, le nettoyage et la préparation des pièces après que la famille se soit retirée. Le cœur d'Habert s'accéléra. C'était un schéma, une connexion. Cela pouvait ne rien signifier, ou tout signifier. Il commença à se renseigner avec prudence, discrètement. Il parla à des marchands qui circulaient entre les plantations, posant des questions anodines sur des naissances, des événements inhabituels, des rumeurs éventuelles. Il interrogea des personnes asservies, ayant de la famille, sur d'autres propriétés, écouta leurs conversations, nota les détails, et attendit. Car si ses soupçons étaient fondés, si c'était bien un schéma, et non une coïncidence, alors cela se produirait de nouveau. Il avait raison. Au cours des 2 années suivantes, 3 autres enfants naquirent avec les mêmes caractéristiques impossibles. Chaque naissance suivait le même modèle. Une mère asservie aux traits foncés, un père officiel correspondant à son apparence, et un enfant ne ressemblant ni à l'un ni à l'autre. Le 3e enfant naquit sur une plantation appelée Oakmont, en novembre 1838. La mère était une femme nommée Isabelle, âgée de 25 ans, qui travaillait dans la maison principale comme aide-cuisinière. Le bébé était une fille aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Isabelle affirma qu'elle n'avait été avec personne d'autre que son compagnon, un homme nommé Gabriel. Personne ne l'a cru, mais personne ne put prouver le contraire. Le 4e enfant naquit sur une plantation appelée Sainte-Claire, en mars 1839. La mère était une femme nommée Thérèse, âgée de 19 ans, qui avait été appelée des quartiers pour servir lors d'un dîner 2 mois avant le début de sa grossesse. Le bébé était un garçon présentant les mêmes traits distinctifs. Le compagnon de Thérèse, un homme nommé Antoine, refusa de reconnaître l'enfant. Le 5e enfant naquit sur une plantation appelée Magnolia Grove, en septembre 1839. La mère était une femme nommée Pauline, âgée de 22 ans, qui travaillait à la buanderie.
Elle avait été appelée à la maison principale pour aider au nettoyage pendant une période où le personnel régulier était occupé ailleurs. Son bébé était une fille, blonde aux yeux bleus. Son compagnon, un homme nommé Louis, la quitta après la naissance. Vincent Habert documenta chaque naissance dans son journal privé. Il nota les dates, les plantations, les noms des mères, leurs affectations de travail. Il dressa une carte marquant chaque lieu où une naissance avait eu lieu. Les plantations étaient toutes réparties sur 3 paroisses, mais toutes se trouvaient dans un rayon d'environ 25 kilomètres le long du Mississippi. Il nota aussi autre chose, quelque chose qui lui avait fallu des mois pour reconstituer. Un nom qui apparaissait en arrière-plan de chaque situation, jamais de manière évidente, jamais au premier plan, mais toujours présent. Le docteur Marcus Lavigne. Lavigne était médecin, âgé de 42 ans, célibataire, respecté dans l'ensemble des paroisses. Il était né en Louisiane d'un père français et d'une mère créole. À 18 ans, il avait été envoyé à Paris pour y étudier la médecine, y avait passé 8 années, puis était revenu en Louisiane en 1825 pour y établir son cabinet. Il était réputé pour son habileté, notamment dans le traitement des fièvres et des infections courantes dans le climat humide de la Louisiane. Il était également connu pour sa discrétion, sa volonté de traiter les affaires délicates sans provoquer de rumeurs, et sa capacité à garder les secrets. Cela le rendait très apprécié des familles peu de planteurs, qui valorisaient la confidentialité par-dessus presque tout. Lavigne officiait comme médecin principal pour plusieurs plantations, se déplaçant de l'une à l'autre selon les besoins. Il soignait les familles de planteurs pour leurs divers maux, et il soignait aussi les personnes réduites en esclavage lorsque leur valeur en tant que propriété justifiait la dépense. Un ouvrier qualifié avec un os cassé, une femme enceinte dont l'enfant représenterait un futur bien, un domestique de maison dont la formation le rendait précieux. Ceux-là méritèrent le coût des soins médicaux. Lavigne était également connu pour son apparence distinctive. Il était grand et mince, avec des cheveux blonds pâles qu'il portait plus longs que la mode ne le voulait, et des yeux d'un bleu frappant qui semblaient voir à travers les gens. Il s'habillait avec élégance, sans ostentation, portant des costumes sombres qui accentuaient sa pâleur. Il se déplaçait avec une sorte de grâce délibérée, parlait doucement, ne haussait jamais la voix, et conservait en toutes circonstances un contrôle parfait. Habert avait rencontré Lavigne à plusieurs reprises au fil des années. Le médecin avait été appelé à Belle-Amal pour soigner Madame Duchamp d'une fièvre, pour remettre en place le bras cassé d'un ouvrier blessé pendant la récolte, pour traiter divers maux mineurs. Habert l'avait trouvé professionnel, compétent et étrangement froid. Il y avait quelque chose chez Lavigne qui le mettait mal à l'aise, sans qu'il parvienne à identifier précisément quoi. À présent, en relisant ses notes, Habert voyait le schéma apparaître clairement. Lavigne avait été présent, ou à proximité, de chaque plantation durant les périodes cruciales précédant le début des grossesses. Il avait assisté à une réception à Belle-Amal en décembre 1836, 3 mois avant la conception de Marie. Il avait été appelé à Riverside pour soigner Madame Broussard d'une infection respiratoire en février 1838, 3 mois avant la conception de Delphine. Il avait accouché l'épouse du propriétaire à Oakmont en août 1838, 3 mois avant la conception d'Isabelle. Il avait examiné un ouvrier blessé à Sainte-Claire en décembre 1838, 3 mois avant la conception de Thérèse. Il avait assisté à un dîner à Magnolia Grove en juin 1839, 3 mois avant la conception de Pauline. Toujours là, toujours en arrière-plan, toujours avec accès. Les mains d'Habert tremblaient tandis qu'il établissait ses liens. Il relut ses notes encore et encore, vérifiant les dates, croisant les visites, cherchant la moindre erreur dans son raisonnement. Mais le schéma tenait. Il était trop précis pour relever du hasard. Cependant, soupçonner et prouver étaient 2 choses entièrement différentes. Habert n'avait aucune preuve directe, aucun témoin, aucune confession. Il n'avait qu'un motif récurrent, une série de coïncidences trop exactes pour être accidentelles. Il devait parler aux femmes. Si Lavigne était responsable, alors elle le savait. Elle ne pouvait peut-être pas parler ouvertement, ne voulait peut-être pas accuser un homme blanc, encore moins un médecin respecté. Mais elle saurait. Habert commença par Marie, puisqu'elle se trouvait sur sa propre plantation. Il la trouva un après-midi dans les champs, travaillant à la houe, sa fille Claire attachée dans son dos à l'aide d'une étoffe. Claire avait maintenant 2 ans, ses cheveux blonds éclatants sous le soleil. « Marie, » dit Habert doucement en s'approchant, « j'ai besoin de te parler. » Marie leva les yeux, le visage fermé. « Oui, monsieur. »
À propos de Claire, à propos de son père. L'expression de Marie se referma complètement. Thomas est son père, monsieur. C'est ce que disent les registres. Marie, je sais que ce n'est pas vrai. Et je pense que toi aussi, tu le sais. Je ne vois pas ce que vous voulez dire, monsieur. Je pense que quelqu'un t'a fait du mal. Quelqu'un que tu ne pouvais pas refuser. Quelqu'un qui avait du pouvoir sur toi. Marie resta silencieuse un long moment. Puis elle dit très doucement, « Même si c'était vrai, monsieur, quelle différence cela ferait-il? Je suis une propriété. Une propriété ne peut pas être blessée. Une propriété ne peut pas refuser. Une propriété n'a aucun droit. » Puis, plus fermement, « Je n'ai rien de plus à dire, monsieur. Thomas est le père de Claire. C'est ce que disent les registres. » Elle se retourna vers son travail, et Habert sut qu'il n'obtiendrait rien de plus. Le mur qu'elle avait bâti autour de ce secret était impénétrable. Il essaya avec les autres femmes, se rendant sur les différentes plantations sous divers prétextes, trouvant des occasions de parler avec Delphine, avec Isabelle, avec Thérèse, avec Pauline. Chaque conversation se déroula de la même manière. Les femmes affirmaient qu'elles n'avaient été avec personne d'autre que leur compagnon officiel. Elles n'avaient rien de plus à dire. Le mur était toujours là. Habert comprenait. Ces femmes n'avaient aucun statut juridique, aucun droit, aucun recours. Si elles accusaient un homme blanc, surtout un médecin respecté, elles ne seraient pas crues. Elles seraient punies pour mensonge, pour trouble à l'ordre social. Leurs enfants pourraient être vendus. Leur vie deviendrait encore plus insupportable qu'elle ne l'était déjà. Le silence était leur seule protection, aussi insuffisante fût-elle. Habert décida qu'il devait porter ses conclusions à quelqu'un disposant de plus d'autorité, quelqu'un qui pourrait réellement agir. Il choisit le juge Armand Thibault, une figure respectée de la paroisse de Saint-James. Thibault avait 60 ans, avocat nommé à la magistrature 15 ans plus tôt. Il était connu pour son sens de l'équité dans les limites du système, pour sa volonté d'aborder des affaires difficiles, pour son intelligence et son intégrité. Habert demanda un entretien, et Thibault accepta de le recevoir. Ils se rencontrèrent dans le bureau du juge, au palais de justice de la paroisse, par un après-midi étouffant de juillet 1840. Le bureau était tapissé de livres de droit et des piles de documents couvraient toutes les surfaces. Thibault était assis derrière son bureau, un homme massif aux cheveux gris et au regard perçant. Habert exposa ses éléments avec soin. Il montra la carte où figuraient les plantations. Il présenta la chronologie des naissances et les dates des visites de Lavigne. Il expliqua le schéma, les connexions, l'impossibilité du hasard. Thibault écouta en silence, son expression s'assombrissant à mesure qu'Habert parlait. Lorsqu'il eut terminé, le juge s'adossa à son fauteuil et resta silencieux un long moment. « C'est une accusation grave, dit-il enfin. Je le sais, monsieur. C'est pour cela que je me suis adressé à vous. Avez-vous des preuves directes, un témoignage des femmes? Non, monsieur. Elles ne parlent pas, ou ne peuvent pas parler. J'ai essayé. » Thibault se leva et alla jusqu'à la fenêtre, regardant la rue en contrebas. Le palais de justice se trouvait au centre du chef-lieu, une petite ville, au service des plantations environnantes. La rue était animée par la circulation de l'après-midi. Chariots, chevaux, gens vaquant à leurs affaires. « Vous comprenez ce que vous suggérez, dit-il, toujours tourné vers l'extérieur. Le docteur Lavigne est un membre respecté de cette communauté. Sa famille est ici depuis des générations. Son père était un marchand influent. Sa mère appartenait à l'une des anciennes familles créoles. L'accuser sans preuve solide serait dévastateur. Cela ruinerait sa réputation, sa pratique, sa vie. Je comprends, monsieur. Mais les enfants existent. Le schéma existe. 5 enfants en 2 ans. Tous avec les mêmes traits impossibles. Tous nés de mères ayant eu un contact avec le docteur Lavigne dans les mois précédant la conception. Les schémas peuvent être des coïncidences. 5 fois, monsieur. Sur 5 plantations. En 2 ans. Et tous liés à un seul homme. Thibault se retourna pour faire face à Habert. Même si vous avez raison, même si le docteur Lavigne est responsable, quelle loi a-t-il enfreinte? Vous l'avez dit vous-même, les femmes ne témoigneront pas. Sans leur témoignage, il n'y a pas de dossier. Et même avec leur témoignage, il s'interrompit. Habert comprit ce qu'il ne disait pas. Même avec un témoignage, la parole de femme réduite en esclavage n'aurait aucune valeur face à celle d'un homme blanc, encore moins d'un médecin respecté. La loi ne reconnaissait pas ce qui leur avait été fait comme un crime. « Alors il n'y a rien à faire ?» demanda Habert, entendant l'amertume dans sa propre voix. « Je n'ai pas dit cela, » répondit Thibault. « Je ferai des démarches discrètes.
Je parlerai à certains propriétaires, poserai des questions, verrai ce que je peux apprendre. Mais je veux que vous arrêtiez votre enquête. Si la rumeur se répand, si des accusations circulent sans preuve, cela provoquera une panique et des dégâts que nous ne pourrons peut-être pas contenir. Comprenez-vous? Oui, monsieur. Retournez à Bellamal. Ne dites rien à qui que ce soit. Laissez-moi m'en charger. Habert quitta le palais de justice avec un mélange de soulagement et de frustration. Il avait fait tout ce qu'il pouvait. L'affaire était désormais entre des mains officielles, mais il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que rien n'en sortirait, que la vérité serait ensevelie sous le poids de la réputation et du rang social. Il avait raison. Le juge Thibault fit bien quelques démarches, mais elles furent si discrètes qu'elles en devinrent presque invisibles. Il s'entretint en privé avec 3 propriétaires de plantations lors de rencontres soigneusement organisées qui ne laissèrent aucune trace publique. Il posa des questions vagues sur les visites du docteur Lavigne, sur des événements inhabituels, sur la naissance d'enfants à l'apparence singulière. Les réponses furent uniformément défensives. Les propriétaires percevaient ces questions comme des menaces pour la valeur de leurs biens, leur réputation, leur position sociale. Ils insistèrent sur le fait qu'il n'y avait rien d'anormal, rien qui justifiait une enquête. Les enfants n'étaient que des anomalies, des curiosités génétiques, rien de plus. Étienne Brouzard, le propriétaire de Riverside, se montra particulièrement hostile. Il reçut Thibault dans son bureau, une pièce dominée par un vaste bureau et des portraits de ses ancêtres. « Insinuez-vous que je ne sais pas ce qui se passe sur ma propre propriété ?» lança Brouzard, le visage rouge de colère. « Que je ne contrôle pas mes gens? C'est insultant, Armand. Profondément insultant. »« Je n'insinue rien de tel, » répondit calmement Thibault. « Je me contente de donner suite à certaines préoccupations qui m'ont été signalées. » « Des préoccupations? Quelles préoccupations? Que certains bébés soient nés à la peau claire? Cela arrive parfois. Ascendance mêlée, lignée lointaine. Ce n'est pas inhabituel. 5 bébés en 2 ans, Étienne. Tous sur des plantations différentes. Tous avec les mêmes traits distinctifs. Une coïncidence. Rien de plus. Et toutes les mères avaient eu un contact avec le docteur Lavigne dans les mois précédant la conception. Le visage de Brouzard passa du rouge au pâle. « Qu'insinuez-vous? » « Je n'insinue rien. J'énonce un fait. Le docteur Lavigne est un médecin respecté. Il soigne ma famille depuis des années. Il est au-dessus de tout soupçon. J'en suis certain. Mais le schéma... Il n'y a pas de schéma, coupa Brouzard. Il n'y a que des coïncidences. Et je ne tolérerai pas que vous répandiez des rumeurs susceptibles de nuire à la réputation d'un homme honorable. Ou à la mienne. Est-ce clair? Thibault le comprit. Il comprit que Brouzard se souciait davantage du scandale que de la vérité. Davantage de la valeur de ses biens que de la justice. Il comprit que poursuivre plus avant ferait de lui un ennemi d'homme puissant, compromettrait sa propre position et n'aboutirait à rien. Les autres propriétaires donnèrent des réponses similaires, défensives, hostiles, refusant d'envisager que quelque chose de répréhensible ait pu se produire sur leur terre. Reconnaître cela aurait signifié admettre un échec du contrôle, de la surveillance, du système lui-même. Dans les 2 semaines qui suivirent, Thibault fit savoir à Habert que l'enquête était close. Il n'y avait pas suffisamment de preuves pour aller plus loin. L'affaire devait être abandonnée. Habert accueillit la nouvelle avec une résignation amère. Il s'y attendait, mais la confirmation n'en fut pas moins douloureuse. Il rangea ses notes, les enferma dans son bureau et tenta de reprendre ses fonctions habituelles. Mais les naissances ne cessèrent pas. En novembre 1840, un autre enfant naquit sur une plantation appelée Sweetwater, à environ 13 km au sud de Bellamal. La plantation était plus petite que la plupart, spécialisée dans l'indigo plutôt que dans le sucre. La propriétaire était une veuve nommée Madame Hébert, sans lien de parenté avec Vincent, qui dirigeait l'exploitation avec l'aide de son fils. La mère était une femme nommée Cécile, âgée de 24 ans, qui travaillait à la sucrerie pendant la saison de broyage et au champ le reste de l'année. Le bébé était un garçon aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Le compagnon de Cécile, un homme nommé Joseph, refusa de reconnaître l'enfant. Le docteur Lavigne avait été appelé à Sweetwater 3 mois plus tôt pour soigner le fils de Madame Hébert, atteint de fièvre. Il était resté 2 jours, dormant dans une chambre d'amis, prenant ses repas avec la famille. En mars 1841, une autre naissance eut lieu à Riverside. La mère était cette fois une autre femme, une ouvrière des champs, nommée Lisette, âgée de 21 ans. Le bébé était une fille présentant les mêmes traits distinctifs. Le compagnon de Lisette, un homme nommé Michel,
la quitta après la naissance. Le docteur Lavigne avait assisté à une réception à Riverside en décembre 1840. En août 1841, une autre naissance survint à Oakmont. La mère était une femme nommée Margot, 23 ans, employée dans la maison principale. Le bébé était un garçon. Le compagnon de Margot, un homme nommé Henry, refusa de lui adresser la parole après la naissance. Le docteur Lavigne avait été appelé à Oakmont en mai 1841 pour soigner un ouvrier des champs blessé. En janvier 1842, une nouvelle naissance eut lieu sur une plantation encore différente, Cypress Point, à environ 16 km au nord de Bellamal. La mère était une femme nommée Adèle, âgée de 20 ans. Le bébé était une fille. Le compagnon d'Adèle, un homme nommé François, demanda à être transféré sur une autre plantation. Le docteur Lavigne avait assisté à un dîner à Cypress Point en octobre 1841. Le schéma se poursuivait, implacable et indéniable. Vincent Habert documenta chaque naissance dans son journal privé. Bien qu'on lui ait ordonné de cesser son enquête, il ne pouvait s'y résoudre. Le schéma était trop clair, trop délibéré. 9 enfants désormais, tous avec les mêmes traits impossibles, tous liés au docteur Lavigne. Et à chaque nouvelle naissance, les murmures enflaient. La communauté asservie savait que quelque chose n'allait pas. Elle ne pouvait pas parler ouvertement, ni accuser, ni réclamer justice. Mais elle savait. Et elle commença à se protéger. Les femmes commencèrent à refuser les affectations dans les maisons principales. Elles invoquaient la maladie, des blessures, n'importe quel prétexte pour éviter d'être appelées hors des quartiers. Lorsqu'on insistait, elles devenaient fermées, résistantes, peu coopératives. Les contremaîtres remarquèrent cette résistance et y répondirent par des punitions. Des femmes furent fouettées pour avoir refusé des affectations, pour avoir simulé des maladies, pour insubordination. Mais la résistance continua. Les femmes semblaient prêtes à accepter les châtiments plutôt que de risquer d'être envoyées dans les maisons principales. Cela créa de sérieux problèmes dans le fonctionnement des plantations. Les domestiques de maison étaient indispensables. Le linge devait être lavé, les repas préparés, les chambres nettoyées. Lorsque les femmes refusaient ces tâches, le travail retombait sur d'autres, provoquant ressentiment et désorganisation. La tension devint palpable. La productivité chuta. Les petits actes de rébellion se multiplièrent. Outils cassés, travail ralenti, sabotage mineur impossible à attribuer directement, mais dont l'accumulation provoquait de graves perturbations. Les propriétaires accusèrent les contremaîtres d'avoir perdu le contrôle. Les contremaîtres accusèrent les travailleurs d'être paresseux et rebelles. Personne ne voulait reconnaître la véritable cause du malaise, sauf Vincent Habert. Il voyait ce qui se passait. Il comprenait la peur qui animait les femmes. Elles se protégeaient de la seule manière possible, par la résistance et le refus, même au prix de la punition. Et il prit une décision qui allait tout changer. Il recommença à documenter les naissances, mais cette fois, il ne garda pas l'information pour lui. Il la partagea prudemment, sélectivement, avec d'autres contremaîtres, avec des marchands, avec quiconque accepterait d'écouter. Il fit des copies de sa carte, de sa chronologie, de ses preuves reliant le docteur Lavigne à chaque incident. Il savait que c'était dangereux. Il savait qu'il risquait sa position, peut-être sa vie. Mais il ne pouvait plus se taire. Le schéma était trop clair, l'injustice trop flagrante, la souffrance trop profonde. L'information se diffusa lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Les contremaîtres comparèrent leurs notes. Les marchands transportèrent l'histoire de plantation en plantation, de paroisse en paroisse. Les murmures devinrent des conversations. Les conversations devinrent des discussions. À l'été 1842, l'histoire était connue dans les 3 paroisses. On en parlait à voix basse dans les bureaux des plantations, dans des lettres entre propriétaires, dans le langage prudent de gens conscients de frôler quelque chose d'explosif. Les propriétaires tentèrent d'étouffer l'affaire, mais il était trop tard. Trop de personnes étaient au courant. Le scandale devenait une affaire publique. Et finalement, inévitablement, l'histoire parvint jusqu'au docteur Marcus Lavigne lui-même. La réaction de Lavigne ne fut pas celle à laquelle on s'attendait. Il ne nia pas les accusations. Il ne prit pas la fuite. Il ne montra ni honte, ni peur. Au contraire, il convoqua une réunion en septembre 1842. Il envoya des invitations formelles aux propriétaires de toutes les plantations concernées, les conviant à se réunir chez lui un jeudi soir. Il invita également le juge Thibault, plusieurs autres notables, et, chose surprenante, Vincent Habert. Les invitations étaient polies mais fermes.
Lavigne écrivait qu'il comprenait que certaines questions avaient été soulevées à propos de certains faits et qu'il souhaitait y répondre directement et de manière exhaustive. Il demandait la courtoisie d'être entendu avant que toute autre mesure ne soit prise. Les propriétaires furent pris de court. L'invitation elle-même était inhabituelle, presque sans précédent, mais ils acceptèrent d'y assister, curieux de savoir ce que Lavigne allait dire, comment il comptait se défendre. Habert reçut son invitation avec un sentiment de crainte. Il ignorait ce que Lavigne préparait, mais il savait que cela ne présagerait rien de bon. La réunion eut lieu un jeudi soir, le 15 septembre 1842. L'air était lourd d'humidité et chargé de la menace de pluie. 15 hommes se réunirent chez Lavigne, une maison modeste mais élégamment aménagée, située à la périphérie du chef-lieu de la paroisse. La maison était construite dans le style américain plutôt que créole, avec une façade symétrique et un couloir central. Lavigne accueillit personnellement chaque invité à son arrivée, serrant les mains, échangeant quelques banalités, jouant parfaitement son rôle d'hôte courtois. Il était impeccablement vêtu d'un costume sombre, ses cheveux blonds soigneusement coiffés, ses yeux bleus clairs et assurés. Il ne montrait aucun signe de nervosité ou d'inquiétude. Lorsque tous les invités furent arrivés, Lavigne les conduisit dans son salon, une pièce meublée de fauteuils confortables disposés en demi-cercle. Un buffet supportait des carafes de whisky et de brandy, des verres et des cigares. Lavigne invita les hommes à se servir, à se mettre à l'aise. L'atmosphère était surréaliste. On se serait cru à une réunion mondaine, non à une confrontation. Les hommes s'assirent dans un silence tendu, attendant ce que le médecin allait dire. Lavigne se tint devant eux, calme et parfaitement maître de lui. Il tenait un verre de brandy dans une main et en prit une petite gorgée avant de commencer à parler. « Messieurs, dit-il d'une voix douce mais distincte, je comprends que des questions aient été soulevées concernant certaines naissances survenues au cours des dernières années. Des questions sur l'apparence de ces enfants, sur leur filiation et sur mon éventuelle implication. » La pièce était plongée dans un silence absolu. Tous les regards étaient fixés sur Lavigne. « Je souhaite répondre à ces questions directement et honnêtement, » poursuivit-il. « Je crois que la clarté vaut mieux que la rumeur, que la vérité vaut mieux que la spéculation. Je vais donc être clair. Oui, je suis le père de ces enfants. De tous. » Le silence vola en éclats dans un chaos soudain. Des hommes crièrent, se levèrent, exigèrent des explications. Le juge Thibault appela au calme, sa voix à peine audible dans le tumulte. Broussard était debout, le visage pourpre de rage. Duchamp semblait sur le point de s'évanouir. Lavigne attendit patiemment, buvant une gorgée de brandy, jusqu'à ce que la pièce retrouve le silence. Cela prit plusieurs minutes. « Je comprends votre choc, » dit Lavigne, lorsqu'il put de nouveau se faire entendre. « Mais avant de me juger, je vous demande d'entendre mon explication. Ce que j'ai fait, je l'ai fait avec intention, et avec ce que je considère comme un raisonnement solide. »« Un raisonnement solide » cria Broussard. « Vous avez violé... »« J'ai mené une expérience, » interrompit Lavigne, sa voix suffisamment tranchante pour couper court au vacarme. Une expérience scientifique qui, selon moi, a des implications profondes pour notre compréhension de l'hérédité humaine et des caractéristiques raciales. La pièce retomba dans le silence, mais cette fois, un silence différent, confus, horrifié. Lavigne se dirigea vers un bureau dans un coin de la pièce et en sortit un journal relié de cuir. Il le leva pour que tous puissent le voir. « Depuis 7 ans, dit-il, j'étudie la question de l'hérédité raciale. Plus précisément, je voulais déterminer si les caractéristiques physiques que nous associons à la race sont immuables, ou si elles peuvent être modifiées par un élevage sélectif. » Il ouvrit le journal, révélant des pages remplies de notes, de diagrammes, de mesures et d'observations. L'écriture était nette et précise, celle de quelqu'un qui prenait grand soin de documenter son travail. « J'ai émis l'hypothèse, » poursuivit Lavigne, qu'en introduisant du matériel génétique européen dans la population africaine, je pourrais produire une descendance présentant des traits européens. Les enfants nés au cours de ces années ont confirmé mon hypothèse. Quelle que soit l'apparence de la mère, ma contribution génétique a dominé, produisant des enfants aux cheveux blonds, aux yeux bleus et à la peau claire. Vincent Habert se sentit physiquement malade. Autour de lui, d'autres hommes présentaient les mêmes réactions. Visage pâle, mâchoire crispée, mains agrippant les accoudoirs. La manière désinvolte dont Lavigne parlait d'êtres humains, de femmes, d'enfants, était plus troublante encore que la colère ou la justification n'auraient pu l'être. « Vous parlez d'êtres humains, » dit le juge Thibault,
la voix tremblante. Pas de bétail, pas de sujet d'expérimentation, d'êtres humains. Vraiment? Demanda Lavigne en se tournant vers lui, l'expression sincèrement curieuse, comme s'il s'agissait d'une question philosophique intéressante. La loi de cet État dit le contraire, juge Thibault. La loi dit que ces femmes sont des biens. La loi dit que leurs enfants sont des biens. Je n'ai violé aucun texte, enfreint aucune loi. J'ai simplement utilisé des ressources disponibles pour poursuivre le savoir scientifique. Vous avez commis un viol, dit Habert, le mot restant suspendu dans l'air comme un poison. À de multiples reprises, contre des femmes qui n'avaient aucun moyen de vous refuser, aucun moyen de se protéger. Lavigne se tourna vers lui, son expression inchangée. Le viol est un crime commis contre des personnes, monsieur Habert. Ces femmes ne sont pas légalement des personnes. Elles sont des biens. Je n'ai pas plus commis un viol qu'un fermier n'en commet lorsqu'il fait reproduire son bétail. La loi est parfaitement claire sur ce point. La logique était monstrueuse, mais elle était juridiquement exacte. En Louisiane, en 1842, la loi ne reconnaissait pas aux personnes réduites en esclavage le droit d'être victimes de viol. Elles étaient considérées comme des biens, et un bien ne pouvait pas être violé. La loi protégeait les propriétaires contre le vol ou la dégradation de leurs biens, mais ne protégeait pas les biens eux-mêmes contre les actes d'autrui. Plusieurs propriétaires de plantations semblaient mal à l'aise, mais aucun ne s'exprima pour contester le raisonnement de Lavigne, car le faire aurait été remettre en cause l'ensemble de la structure juridique et sociale qui soutenait leur mode de vie. Si les personnes asservies étaient reconnues comme des personnes dotées de droits, alors tout le système esclavagiste devenait indéfendable. « Pourquoi » demanda enfin Duchamp, la voix à peine audible. « Pourquoi faire cela? Qu'espériez-vous gagner ?»« Le savoir, » répondit Lavigne simplement. « La compréhension. Je voulais prouver que les caractéristiques raciales ne sont pas fixes, qu'elles peuvent être manipulées par l'élevage sélectif. Cela a des implications pour tout, pour l'esclavage, pour la colonisation, pour l'avenir de la civilisation humaine. » Il revint au centre de la pièce, son journal toujours à la main. « Imaginez les possibilités, » dit-il, sa voix prenant un ton presque exalté. « Si nous pouvons modifier les traits raciaux par sélection, nous pouvons remodeler des populations entières, créer des travailleurs parfaitement adaptés à des climats et des tâches spécifiques, éliminer les caractéristiques indésirables et renforcer les traits souhaitables. Nous pouvons façonner l'avenir de l'humanité elle-même. »« Vous êtes fou, » murmura quelqu'un. « Je suis scientifique, » corrigea Lavigne. « Et mon expérience a réussi. Les enfants existent. Les preuves sont irréfutables. J'ai démontré que les traits européens dominent les traits africains chez les descendants métissés. C'est un savoir précieux, messieurs. Un savoir qui peut faire progresser notre compréhension de la biologie humaine, de l'hérédité, de la nature même de la race. » Le juge Thibault se leva, le visage rougi par la colère et par autre chose encore. Peut-être le dégoût ou l'horreur. « Docteur Lavigne, » dit-il d'une voix dure, « quelles que soient les subtilités juridiques, ce que vous avez fait est moralement abject. Vous avez causé une souffrance immense à des femmes qui ne pouvaient pas vous refuser. Vous avez détruit des familles. Vous avez perturbé plusieurs plantations. Vous avez créé un scandale qui nuira à toute cette région. »« J'ai créé du savoir, » répondit Lavigne calmement. « Ce que vous faites de ce savoir vous appartient, pas à moi. J'ai tout consigné dans ce journal et dans d'autres. Mes méthodes, mes observations, mes conclusions. Ces informations seront précieuses pour les scientifiques de demain, pour les générations futures. Vous quitterez cette paroisse, » déclara Thibault. « Vous cesserez votre activité ici, vendrez vos biens et partirez. Si vous refusez, je trouverai un moyen d'engager des poursuites. Les subtilités juridiques, qu'elles aillent au diable. Je rendrai votre vie ici impossible. » Lavigne sourit légèrement, un sourire plus dérangeant que tout ce qu'il avait dit jusque-là. « J'ai déjà pris mes dispositions, juge Thibault. Mon travail ici est terminé. J'ai recueilli suffisamment de données. Je me relocalise au Texas, où je compte poursuivre mes recherches à une plus grande échelle. La frontière offre des opportunités qui n'existent pas dans des régions plus établies. « Sortez d'ici !» gronda Broussard, la voix tremblante de rage. « Quittez cette paroisse, quittez la Louisiane. Et si je vous revois un jour, je vous tuerai moi-même. » Lavigne reposa son verre de brandy et inclina légèrement la tête, comme s'il acceptait un compliment. « Je serai parti d'ici une semaine, » dit-il. « Merci d'être venus, messieurs. Il m'a semblé important que vous connaissiez la vérité de ce qui s'est produit. Les rumeurs et les spéculations ne servent personne. La réunion se dissout dans des disputes furieuses, des menaces et des reproches. Mais, en fin de compte,
Personne ne pouvait rien faire. Lavigne n'avait enfreint aucune loi. Il ne pouvait être poursuivi, ni puni par les voies officielles. Le système censé protéger les femmes qu'il avait violées l'avait au contraire protégé, lui. 2 semaines plus tard, il avait disparu. Sa maison fut vendue à un marchand de la Nouvelle-Orléans. Son cabinet fut repris par un autre médecin. Ses meubles, ses livres, ses effets personnels furent emballés et expédiés. Il se fondit dans la frontière américaine en expansion, emportant avec lui ses journaux, ses données et sa certitude monstrueuse. Les répercussions de la révélation de Lavigne se propagèrent dans les paroisses comme une fièvre. Les propriétaires de plantations tentèrent d'étouffer l'histoire. Mais il était trop tard. Trop de gens savaient. Le scandale devint une connaissance commune, évoquée dans les salons de la Nouvelle-Orléans, dans les tavernes des bateaux à vapeur, dans les lettres soigneusement formulées qui circulaient entre les familles de planteurs à travers la Louisiane et au-delà. Les enfants restaient, bien sûr. Ils étaient 13 au moment du départ de Lavigne, âgés de nouveau-nés à 5 ans. Ils grandissaient dans les quartiers, marqués par leur apparence, preuve vivante de ce qui avait été infligé à leur mère. Les mères luttaient chacune à leur manière avec leurs enfants. Certaines, comme Marie, tentèrent de les aimer malgré tout. Marie serrait Claire contre elle, lui chantait des berceuses, la protégeait autant qu'elle le pouvait. Mais il y avait toujours une distance, un mur que Marie n'arrivait pas à franchir. Chaque fois qu'elle regardait Claire, elle revoyait la violation, l'impuissance, la nuit qui avait tout changé. D'autres ne pouvaient supporter de regarder leurs enfants. Delphine, à Riverside, devint renfermée et silencieuse après la naissance de Jean. Elle s'occupait de lui mécaniquement, le nourrissait, le nettoyait, sans lui montrer la moindre affection. Lorsque Jean tendait les bras vers elle, elle se détournait. Lorsqu'il pleurait, elle le confiait à une autre femme pour qu'elle le console. Les enfants ressentaient ce rejet. Même nourrissons, ils grandissaient en sachant qu'ils étaient différents, qu'ils n'étaient pas désirés, que leur existence même causait de la douleur. Les pères, les hommes inscrits comme pères officiels, les compagnons de ces femmes, réagirent par la colère et l'abandon. Thomas ne reconnut jamais Claire. Il évitait Marie, évitait la cabane où elle vivait, évitait même de regarder l'enfant lorsqu'ils se croisaient. Finalement, il demanda à être transféré sur une autre plantation, et Duchamp accepta, soulagé de se débarrasser d'une source de tension. Samuel à Riverside fit de même, ainsi que Gabriel, Antoine, Louis, Joseph, Michel, Henri, François et les autres. Ces hommes avaient été associés à ces femmes par décision de leurs propriétaires, forcés dans des relations qu'ils n'avaient pas choisies. Mais ils avaient construit des vies ensemble, trouvé de maigres réconforts dans la compagnie de l'autre. Les naissances détruisirent ces liens fragiles. Les femmes se retrouvèrent seules, élevant des enfants qui ne leur ressemblaient non pas, des enfants qui étaient des rappels constants de la violation et de l'impuissance. La communauté asservie était divisée dans sa réaction. Certains éprouvaient de la compassion pour les mères, comprenant que quelque chose d'horrible leur était arrivé. Ils aidaient quand ils le pouvaient, surveillaient les enfants à l'apparence étrange, partageaient leur nourriture, offraient le peu de réconfort possible. D'autres étaient méfiants ou hostiles. Ils pensaient que les mères avaient forcément fait quelque chose pour provoquer cela, qu'elles avaient été consentantes. Ils murmuraient à leur sujet, répandaient des rumeurs, les évitaient. Les enfants grandissaient dans cette atmosphère de soupçons et de division. Ils n'étaient ni pleinement acceptés, ni totalement rejetés, existant dans un espace liminal au sein des quartiers. En grandissant, leur apparence devenait encore plus frappante. Lorsque Claire eut 5 ans, elle ressemblait à une enfant suédoise qui se serait retrouvée par hasard sur une plantation de Louisiane. Ses cheveux étaient longs et blonds, ses yeux d'un bleu saisissant, sa peau pâle et facilement brûlée par le soleil. Elle se détachait parmi les autres enfants comme une flamme dans l'obscurité. Il en allait de même pour tous les enfants de Lavigne. Ils étaient beaux, selon les critères européens, et cette beauté les rendait précieux d'une manière particulière. En grandissant, certains furent vendus à des marchands spécialisés dans ce qu'on appelait, par euphémisme, des « fancy girls », des femmes asservies à la peau claire destinées à l'exploitation sexuelle. Les garçons étaient parfois conservés comme domestiques de maison, leur apparence les rendant appropriés pour des postes visibles aux yeux des visiteurs. C'était une couche supplémentaire d'horreur. L'expérience de Lavigne n'avait pas seulement violé les mères, elle avait créé des enfants destinés à être exploités à cause de leur apparence, à cause même des traits qui les marquaient comme différents. Vincent Habert resta contremaître à Bel-Amal
pendant encore 3 ans après le départ de Lavigne. Mais il lui devint de plus en plus difficile de continuer. Chaque jour, il voyait Claire grandir, voyait la douleur de Marie, voyait les preuves d'un crime qui n'avait pas de nom légal et aucune possibilité de justice. En 1845, il démissionna et s'installa à la Nouvelle-Orléans. Il trouva un emploi de commis dans une maison de négoce maritime, un travail moins bien payé, mais qui lui permettait de dormir la nuit. Il emporta avec lui ses journaux, la documentation minutieuse de tout ce qui s'était passé. Des années plus tard, en 1867, après la fin de la guerre de sécession et l'abolition de l'esclavage, Habert fit don de ses journaux à une société historique. Il y joignit une lettre explicative décrivant le contenu des documents, les raisons pour lesquelles il les avait conservés et ce qu'ils représentaient. Ces archives, écrivait-il, documentent un crime qui n'était pas légalement un crime, une violation qui n'était pas légalement une violation, une souffrance qui n'était pas légalement reconnue comme souffrance. Elles montrent comment un système conçu pour traiter des êtres humains comme des biens a créé les conditions permettant de commettre les actes les plus monstrueux, sans conséquence. J'ai conservé ces documents parce que je croyais qu'un jour, quelqu'un voudrait connaître la vérité, que la vérité finirait par compter. Les journaux furent classés dans des archives, rarement consultés, témoignage d'un crime jamais officiellement reconnu. Le juge Thibault tenta de poursuivre Lavigne par des voies juridiques, mais chaque avocat qu'il consulta lui donna la même réponse. Il n'y avait pas de dossier. Aucune loi n'avait été violée. Les femmes n'avaient aucun statut légal pour porter plainte. Les propriétaires n'avaient aucun motif recevable, puisque leur propriété n'avait subi aucun dommage juridiquement reconnu. Thibault passa des mois à chercher une faille juridique permettant une poursuite. Il consulta des ouvrages de droit, écrivit à des collègues dans d'autres États, demanda conseil à des juristes. Mais la réponse fut toujours la même. Selon le droit louisianais de 1842, ce que Lavigne avait fait n'était pas un crime. Cette réalisation le hanta jusqu'à la fin de sa vie. Il avait consacré sa carrière à croire en la loi, à croire que le système juridique, aussi imparfait soit-il, servait la justice. L'affaire Lavigne l'obligea à affronter la vérité. La loi elle-même pouvait être injuste, et un système fondé sur l'idée que certains êtres humains étaient des biens ne pouvait jamais rendre justice à ces personnes. Thibault se retira de la magistrature en 1850, invoquant des raisons de santé. Il mourut en 1855, et ceux qui l'avaient connu disaient qu'il n'avait jamais été le même après l'affaire Lavigne. Quant au docteur Marcus Lavigne, il s'installa effectivement au Texas, où il ouvrit un nouveau cabinet médical dans une ville de frontière, en pleine croissance. Il poursuivit ses recherches pendant au moins une autre décennie, selon des sources fragmentaires. Des indices dans des lettres, des registres de naissance, des souvenirs transmis par les habitants suggèrent que le schéma se poursuivit. D'autres enfants aux traits impossibles, d'autres femmes incapables de parler de ce qu'elles avaient subi. Lavigne mourut en 1856, apparemment de cause naturelle. Il avait 56 ans. Son exécuteur testamentaire, un avocat chargé de ses affaires, découvrit ses journaux parmi ses effets personnels. Il les lut, fut horrifié par leur contenu et prit la décision de les détruire. Il brûla chaque journal, chaque note, chaque document relatif aux expériences de Lavigne. Certains savoirs, écrivit-il dans son propre journal, sont trop dangereux pour être préservés. Certaines vérités sont trop monstrueuses pour être transmises aux générations futures. J'ai détruit l'œuvre du docteur Lavigne, non pour protéger sa réputation, mais pour protéger l'humanité des idées contenues dans ces pages. Mais les enfants restaient. Les preuves des expériences de Lavigne vivaient dans les visages de 13 enfants en Louisiane et d'un nombre inconnu au Texas. Ces enfants grandirent, eurent leurs propres enfants, transmirent les gènes que Lavigne avait introduits dans leur lignée. Lorsque la guerre de sécession éclata et que l'esclavage prit fin, ces enfants, désormais adultes, durent affronter un autre type d'épreuve. Ils avaient une apparence trop blanche pour être pleinement acceptés dans les communautés noires, et étaient, par la loi et par l'héritage, trop liés à l'esclavage pour être acceptés dans la société blanche. Ils vivaient dans un espace liminal, n'appartenant à aucun monde. Leur existence même était un rappel des horreurs qui les avaient engendrées. Certains tentèrent de se faire passer pour blancs, abandonnant leur famille et leur histoire, se créant de nouvelles identités dans de nouveaux lieux. Cela était possible pour ceux dont la peau était la plus claire, dont les traits étaient les plus européens. Ils se fondirent dans la société blanche, épousèrent des conjoints blancs,
élevèrent des enfants qui ne connurent jamais leur véritable origine. D'autres restèrent dans les communautés noires, acceptant leur statut marginal, construisant des vies malgré les soupçons et les questions qui les accompagnaient. Ils se marièrent, eurent des enfants, fondèrent des familles. Parfois, leurs enfants leur ressemblaient, blonds, aux yeux bleus, à la peau pâle. Parfois, les traits africains se réaffirmaient, donnant naissance à des enfants qui ressemblaient davantage à leur grand-mère qu'à leurs parents. L'héritage génétique des expériences de Lavigne se transmit ainsi sur plusieurs générations. Encore aujourd'hui, plus de 180 ans plus tard, il existe en Louisiane des familles qui donnent parfois naissance à un enfant blond aux yeux bleus, malgré une ascendance majoritairement africaine. La plupart ignorent l'histoire complète de leur lignée. Les détails ont été enfouis, oubliés ou délibérément effacés. Mais l'histoire demeure consignée dans les vieux registres, dans les notes méticuleuses d'Habert, dans les actes de naissance qui révèlent un schéma impossible. Rappelle que les horreurs de l'esclavage ne se limitaient pas à la brutalité physique ou à l'exploitation économique. Elles résidaient aussi dans la déshumanisation totale des êtres humains, dans la réduction des personnes à l'état de biens, de sujets d'expérimentation, d'objets pouvant être utilisés et violés sans conséquence. La Louisiane continua de voir naître ses bébés, continua d'enregistrer leur naissance, continua de noter ce schéma impossible. 13 enfants en 7 ans, tous blonds aux yeux bleus, tous nés de femmes réduites en esclavage aux traits foncés, tous engendrés par un seul homme qui ne les voyait pas comme des êtres humains, mais comme des données dans une expérience. Le système qui aurait dû protéger leur mère, qui aurait dû punir leur père, qui aurait dû reconnaître le crime pour ce qu'il était, échoua totalement. Car en 1842, en Louisiane, les femmes réduites en esclavage n'étaient pas des personnes. Elles étaient des biens. Et un bien ne pouvait pas être violé, ne pouvait pas être bafoué, ne pouvait pas réclamer justice. C'était là la véritable horreur. Non pas les naissances en elles-mêmes, mais la structure juridique et sociale qui les rendait possibles, puis protégeait l'homme responsable. L'horreur résidait dans un système qui permettait à un médecin respecté de mener des expériences sur des êtres humains sans leur consentement, de violer des femmes sans aucun recours légal, de créer des enfants marqués à jamais par leurs origines, puis de s'en aller sans jamais affronter la moindre conséquence. Les enfants étaient des preuves. Mais des preuves de quoi? D'un crime sans nom, sans reconnaissance légale, sans possibilité de poursuite. Ils étaient la preuve vivante que le système fonctionnait exactement comme prévu. Protéger les puissants et nier l'humanité des plus vulnérables. Vincent Habert l'avait compris. Dans la dernière entrée de son journal, écrite en 1867 avant de remettre ses archives à une société historique, il écrivait « J'ai passé 25 ans à tenter de comprendre ce qui s'est produit dans ces paroisses de Louisiane entre 1837 et 1844. J'ai documenté les naissances, retracé le schéma, identifié l'auteur, présenté les preuves à ceux qui avaient le pouvoir d'agir. Et j'ai appris que parfois, les plus grands crimes sont ceux qui sont parfaitement légaux, que parfois, l'injustice la plus profonde est inscrite dans la structure même de la loi. Le docteur Lavigne n'a commis aucun crime au regard du droit louisianais. Il n'a violé aucun texte. Il n'a enfreint aucune règle. Il a simplement utilisé le système tel qu'il avait été conçu, traitant des êtres humains comme des biens, comme des ressources, comme des sujets d'expérimentation. La loi l'a protégé parce qu'elle était écrite pour protéger des hommes comme lui. Le véritable crime n'était pas seulement ce que le docteur Lavigne a fait à ces femmes, aussi monstrueux que cela fut, mais le système qui l'a rendu possible. La loi qui refusait à ces femmes toute reconnaissance juridique, tout droit, tout recours. Le véritable crime, c'était l'esclavage lui-même. J'ai conservé ces documents parce que je croyais qu'un jour la vérité compterait, qu'un jour on voudrait savoir ce qui s'est passé, comprendre comment de telles choses ont été possibles. J'ai conservé ces archives comme un avertissement, comme un rappel, comme une preuve de ce qui arrive lorsque l'on nie l'humanité d'autres êtres humains. Les enfants nés des expériences du docteur Lavigne sont aujourd'hui adultes. Ils portent la marque de leurs origines sur leur visage, dans leurs traits, dans les gènes qu'ils transmettront à leurs propres enfants. Ils sont des rappels vivants d'un crime sans nom, d'une violation sans reconnaissance légale, d'une souffrance qui n'était pas reconnue comme telle par la loi. J'espère que les générations futures liront ces archives et comprendront. J'espère qu'elles verront la vérité de ce qui s'est passé et décideront de ne jamais permettre que de telles choses se reproduisent. J'espère qu'elles construiront une société
où tous les êtres humains sont reconnus comme des personnes, où chacun a des droits, où la loi protège les vulnérables plutôt que les puissants. C'est mon espoir. Mais je ne suis pas optimiste, car j'ai vu avec quelle facilité nous nions l'humanité des autres, avec quelle rapidité nous justifions l'injustifiable, avec quelle complaisance nous acceptons des systèmes qui nous avantagent au détriment d'autrui. Ces documents sont mon témoignage. Voici ce que j'ai vu. Voici ce qui s'est passé. Que Dieu ait pitié de nous tous. Cette histoire révèle l'un des aspects les plus sombres de l'histoire américaine. La vulnérabilité juridique totale des personnes réduites en esclavage et la manière dont le pouvoir pouvait être exercé sans aucune conséquence. Le cas du docteur Marcus Lavin et des 13 enfants nés de ces expériences montre comment un système fondé sur l'idée que certains êtres humains sont des biens a créé les conditions permettant de commettre les actes les plus monstrueux sans la moindre répercussion légale. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'il existe d'autres histoires similaires, enfouies ou oubliées dans l'histoire américaine? Laissez votre commentaire et partagez votre point de vue. Si vous avez trouvé cette histoire aussi dérangeante qu'importante, n'hésitez pas à aimer, à la partager avec quelqu'un qui apprécie la vérité historique et à vous abonner pour découvrir d'autres plongées dans le passé caché de l'Amérique. Merci de votre écoute et à bientôt pour la prochaine histoire.